Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com et je suis ravie de vous retrouver en direct pour cet échange qui sera enregistré et disponible en replay sur la chaîne YouTube Manager Santé. Je suis ravie d'accueillir ce soir le professeur Michel Timaratos qui est PUPH, détenteur d'une double qualification en néphrologie et en pédiatrie et qui exerce aujourd'hui à la PHM où il est chef du service multidisciplinaire pédiatrique. Il a été porteur du projet de marque Marseille Santé 2020 dont l'objectif est de rassembler et de valoriser autour du projet médical de la PHM. En 2020, le professeur Michel Timaratos a participé à la rédaction du livre du professeur Frédéric Bizard sur la réforme de la santé. Et alors, la réforme du système de santé, c'est pour quand? Et c'est un ouvrage qui a reçu le prix ECHO BFM. Encore bravo, professeur, et merci de votre présence. Bonsoir Nada, merci de m'accueillir. Merci à l'ESCP Alumni et à Manager Santé d'organiser une réunion sur ce thème. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, nos interventions ont plusieurs temps. D'abord, parler de l'organisation hospitalière avec une rétrospective, un voyage dans le temps pour mieux comprendre pourquoi on en arrive à la situation actuelle, les évolutions des différents politiques, des différentes organisations, l'impact de chacune. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Nada. Je vais partager mon écran. Merci de me donner l'occasion de parler de l'hôpital. Alors, l'hôpital, vous avez eu la gentillesse de le préciser, c'est l'endroit où je travaille depuis maintenant plus de 25 ans. Et c'est un endroit qui est une concentration de métiers très différents et une concentration de ressources de très haute valeur ajoutée. Cet hôpital, il s'est construit petit à petit, puisque je vais vous montrer sur une diapositive. Voilà, en fait, l'hôpital, il s'est construit tout au début, c'était pour des questions de maintien des possibilités du commerce et les toutes premières instructions de santé publique l'ont été par le ministère du Commerce. Et puis, à la fin des années 1800 et au début du XXe siècle, l'idée était d'aider les plus fragiles à passer les étapes difficiles de leur vie. Et c'était très souvent dans des hospices que ça se passait. Ensuite, au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a été évidemment très meurtrière et a tué près d'1 500 000 soldats. Mais si vous regardez l'impact de la pandémie de grippe, on reparlera peut-être des pandémies au cours de cette intervention, le nombre de personnes décédées est très très important et dépasse très largement les victimes de la guerre. Et c'est à cette occasion que la Société des Nations, qui était née quelques années plus tôt, a créé un comité d'hygiène qui était lui-même l'ancêtre de l'OMS. Alors, les choses ont continué et pour ne pas perdre trop de temps, on va faire des grands pas à travers l'histoire. En 39-40, il y a encore la guerre et puis en 1941, le besoin de prendre soin fait que l'hôpital naît et on quitte l'hospice et on rentre dans une nouvelle organisation qui est celle de l'hôpital et qui est l'hôpital moderne. C'est une organisation qui est pensée autour du soin. En quelques années, il apparaît nécessaire de structurer cette activité et de construire à partir de cette activité
l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Et en 1958, c'est 3 ordonnances et un décret qui crée les centres hospitalo-universitaires que l'on connaît encore aujourd'hui. Et puis, cette organisation-là aboutit à un réseau d'hôpitaux sur le territoire qui va avoir une activité de plus en plus structurée. Cette activité a un coût et l'encadrement des dépenses, là encore, je vais un peu plus vite que ce qui s'est passé réellement. Vous voyez qu'en 1983, la loi crée un budget global. Le budget global permet aux hôpitaux d'avoir un budget avec lequel ils vont réaliser leur exercice. Et chaque année, ce budget est reconduit, augmenté ou diminué en fonction des besoins de ces hôpitaux. Mais en même temps, apparaît le coût de l'organisation de l'État. Et vous voyez là le déficit public annuel depuis les années 1970. Là, vous voyez, en 1983, il est déjà très significatif. Et c'est ce qui va motiver la recherche de la maîtrise des dépenses de santé. Alors, c'est une période qui s'approche de la fin des années 2000 où on va essayer de maîtriser ces dépenses par l'organisation, en modifiant les organisations, en faisant des plans et en impliquant la plupart des acteurs à travers notamment les états généraux de la santé, mais aussi en donnant une dimension de réflexion plus globale et en permettant aux personnes malades d'accéder par exemple à des soins palliatifs. Donc ça, c'est un peu avant les années 2000. C'est là aussi qu'apparaît la couverture médicale universelle qui assure la gratuité des soins des plus démunis d'une part, mais qui permet aussi aux hôpitaux d'être rémunérés lorsqu'ils prodiguent ces soins aux personnes qui n'avaient pas de couverture médicale. Enfin, dans les années 2000, c'est le moment où on commence à parler de la réduction du temps de travail à l'hôpital. Et ces réflexions s'accompagnent d'une augmentation et d'une importance de la place des usagers dans le système de santé, qui crée en tout cas un questionnement très différent de celui qu'il était auparavant. Et c'est à ce moment-là aussi que les toutes premières situations d'insécurité et de violence sont déclarées par les professionnels de santé avec l'implication de textes de loi qui vont inscrire dans le journal officiel les droits des malades pour la qualité du système de soins. En 2005, le plan Hôpital 2007 et notamment son volet gouvernance veut lever les freins qui pèsent sur les hôpitaux. Et déjà à cette époque-là, on parle d'un dangereux désenchantement des praticiens. Et déjà à cette époque-là, on en reparlera probablement, il y a un vécu de la part des personnels qui est très différent de celui qu'on imagine, tant ces ressources sont de qualité et impliquées dans leur activité. Globalement, ce plan Hôpital 2007 propose une organisation médicale interne différente, simplifiée, avec des plans d'activité, avec des pôles d'activité médicale dirigés par un médecin, assisté d'un cadre de santé et d'un responsable administratif. Et l'idée est de permettre une délégation de gestion qui rentre dans le cadre d'un contrat d'objectifs. On passe un contrat avec l'administration pour arriver à un certain nombre d'objectifs et pour y arriver, on a la délégation des moyens de gestion. Alors, globalement, les choses ne se passent pas exactement de cette façon-là et très rapidement, on arrive en février 2007 au constat qu'il faut réorganiser encore les choses et probablement réinvestir. Et vous voyez déjà en 2007, 10 milliards d'euros sont proposés avec un investissement sur 5 ans, dont la moitié
sera versée par l'assurance maladie et l'autre sera à la charge des hôpitaux eux-mêmes, et des priorités qui déjà à cette époque-là reposent sur l'informatisation, les mises aux normes de sécurité et la réorganisation des services d'urgence. Peut-être vous souvenez-vous, la canicule était passée par là et une crise sanitaire avait totalement bousculé les organisations qui étaient déjà jugées très performantes des services d'urgence. Elle avait d'ailleurs coûté sa place au ministre de la Santé de l'époque. Et puis, la réflexion sur les objectifs et les moyens se poursuit. Et en 2009, la loi HPST pour Hôpital Patient Santé et Territoire est promulguée avec l'idée que l'hôpital peut être géré comme une entreprise, même s'il n'est pas une entreprise comme les autres, avec des compétences du directeur renforcées et avec une conduite de la politique générale de l'établissement qui passe par une prévision des recettes et des dépenses, par les recrutements, les organisations. Et la loi supprime les conseils exécutifs et leur substitue des directoires dont la composition et les attributions sont réduites. La parité des personnels administratifs et personnels médicaux n'est plus exigée et l'idée d'approuver le projet médical et de préparer le projet d'établissement revient de droit au directoire. Il s'agit donc de mettre en place une gouvernance et il y a un conseil de surveillance qui va venir contrôler que les décisions de la gouvernance vont dans le bon sens. Et parallèlement, le président de la commission médicale, qui est un médecin, devient vice-président du directoire et sa mission est précisée. C'est lui qui doit coordonner l'activité médicale au sein de l'établissement. C'est lui qui doit établir le projet médical d'établissement avec le directeur et qui est responsable de la qualité des soins. En même temps, l'État s'organise différemment et crée l'équivalent des préfets, puisque les agences régionales de santé regroupent plusieurs organismes comme la DRAS et la DAS qui sont chargés de la politique de santé. Les ARS doivent piloter la politique de santé publique et réguler l'offre de soins. On est bien dans le contrôle et ces instances sont présentées par le ministre de la Santé comme la clé de voûte d'un nouveau système de santé. Mais beaucoup des professionnels, dès cette époque-là, dénoncent ou redoutent une étatisation de pans entiers de l'assurance maladie. Et donc, il y a une contestation assez vive qui se met en place localement auprès des acteurs de première ligne. Ces critiques sont des critiques qui s'appuient sur le fait que la multiplication de ces étapes de régulation impose plus de contrôle que d'action et donc sont finalement des éléments qui vont freiner les organisations dans leur démarche opérationnelle. Et donc, la crainte que cette logique amène à s'intéresser d'abord aux résultats économiques plutôt qu'aux considérations médicales voit le jour et devient de plus en plus importante auprès du corps médical et soignant. Et donc, pour être complet, il faut dire qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que la gouvernance ne doit pas être vue uniquement à travers l'antagonisme entre les médecins et l'administration, mais plutôt comme une organisation qui permette à qualité égale d'avoir des coûts mieux maîtrisés. Ensuite, quelques mois ou années après, il y a le pacte de confiance pour l'hôpital. Le fait qu'il y ait un pacte de confiance mis en place par le gouvernement traduit la défiance qui existe entre le corps médical et soignant et le ministère. Et vous voyez que dans ce pacte de confiance,
il revient la notion de service public, il revient déjà la réforme de la tarification hospitalière et on parle de fin de la convergence des tarifs. On est déjà dans une analyse extrêmement précise des mécanismes qui ont conduit l'hôpital à une difficulté de sentiment de la part des soignants qui y travaillent. En 2016, la loi de santé veut être une loi de modernisation du système médical français. Là encore, 7 ans après la précédente, une recherche d'économie de 10 milliards d'euros, avec le risque d'une dérive vers une planification guidée par des indicateurs plutôt comptables. Et cette loi finit de faire des malades qui sont devenus des patients, d'en faire des usagers d'un système de santé pour lesquels les organisations sont parfois déconnectées des objectifs de qualité. Enfin, en 2018, et on arrive au terme de ce chemin, Ma Santé 2022 veut créer des parcours de soins et pour la première fois met en place un financement de la qualité qui est timide, certes, quand on compare les volumes financiers concernés par rapport au budget des hôpitaux, mais cette loi Ma Santé 2022 veut s'appuyer aussi sur un réseau hospitalier qui est un réseau territorial d'hôpitaux qui s'appuie et qui maintient les hôpitaux de proximité, c'est-à-dire que la loi veut en même temps réorganiser le tissu hospitalier, mais maintenir les hôpitaux de proximité qui ont été le plus remis en question par toutes les étapes précédentes de réorganisation. Donc, vous voyez un tissu hospitalier qui aujourd'hui est extrêmement riche, une ressource extrêmement valorisée par l'ensemble du monde politique et du monde hospitalier, mais qui, on a l'impression qu'elle est au milieu du gué. On n'est plus tout à fait dans le temps de la subvention où on pouvait demander pour d'avoir un financement pour telle ou telle activité. On est plutôt dans une réflexion de tarification à l'activité, c'est-à-dire on est payé pour ce qu'on fait et pas pour ce qu'on va faire. Mais on n'a pas été au bout de la discussion puisque l'ensemble des indicateurs reposent sur des considérations plutôt comptables et que c'est très timidement que la qualité des soins arrive au rang des indicateurs qui vont permettre d'accéder à des financements. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. Et c'est vrai que ce regard dans le rétroviseur, ce voyage dans le temps, montre un petit peu un sacré chemin parcouru pour arriver à l'hôpital d'aujourd'hui. Et pourtant, il y a quand même un grincement de dents, il y a des mouvements de contestation et un mécontentement. Quelle est votre analyse en tant qu'hospitalier et comment aussi, peut-être dans un second temps, vous avez vécu ces différentes réformes? Alors, merci de cette question, mais je ne pense pas avoir une réponse univoque. Ce que je peux vous dire, c'est mon vécu et mon sentiment, c'est que quand on fait l'analyse du chemin parcouru, on voit que toutes ces réflexions ont toujours été faites avec du bon sens. C'est-à-dire, on se dit, bah, tiens, on a telle difficulté, on va réinjecter de l'argent dans le système et on va essayer de résoudre tel problème. Les urgences ont été débordées par la canicule, ben on va injecter de l'argent aux urgences, on va recruter des gens aux urgences et on va résoudre ce problème. Et à chaque fois, il y a du bon sens dans ces démarches, mais probablement que on finit toujours, à partir du moment où on veut réguler un système avec un côté un peu jacobin, un peu centralisateur, par imposer un nombre important de contrôles
au système, c'est-à-dire si je vous donne de l'argent, je veux aussi contrôler la façon dont on le met en place et dont on l'utilise. Il y a donc probablement une difficulté entre ce qui est la quantité d'argent qui est injectée et la façon dont elle arrive vers les acteurs de première ligne pour résoudre les problèmes. Il est assez frappant de voir que à chaque étape et à chaque grand changement entre le budget global et la T2A, et puis après au moment du pacte de confiance, et puis encore l'année dernière, il y a eu une grande difficulté de la part des acteurs pour comprendre comment concrètement cet apport massif d'argent allait les aider à améliorer leurs conditions d'exercice. Et donc, petit à petit, il s'est constitué une véritable défiance dans le corps soignant. À la fin de l'année 2019, il s'est constitué un mouvement extrêmement structuré, qui est le collectif interhospitalier, qui a très clairement mis en évidence les difficultés qui étaient rencontrées par le personnel soignant. Alors, ces difficultés, elles étaient nombreuses, mais une de ces difficultés était la pénibilité du travail et la difficulté de garder des postes attractifs pour les infirmières et pour les médecins dans de très nombreux hôpitaux. Encore après, pendant toute la période qui a suivi et juste avant la crise du Covid, les acteurs de première ligne, les collectifs interhospitaliers interurgences, ont continué à réclamer plus de moyens malgré cette somme considérable donnée par le gouvernement. Probablement parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre des organisations susceptibles de répondre à l'inquiétude de tous ces collectifs. Ensuite, il y a eu la période du Covid. Alors, la période du Covid a été une période de tension extrême qui n'a pas permis d'aller au bout de la réflexion, notamment des collectifs interhospitaliers. De mon point de vue, il y a une mise en tension très très importante pendant la première vague des services de réanimation et de tout le système hospitalier français en raison d'une vraie difficulté à garder des activités programmées en même temps que les activités d'urgence liées aux malades du Covid. Et puis, dans cette période-là, on a assisté habituel de retour sur investissement, etc. Et on s'est concentré uniquement sur la possibilité d'avoir accès aux soins et d'améliorer les ressources des réanimations. Alors, pendant cette période-là, les administratifs et les médecins ont parlé d'une seule voix et les choses se sont organisées de façon intéressante parce qu'il n'y avait plus d'antagonisme. Lorsque les médecins réanimateurs disaient « il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait l'accès à ça », tout le monde était d'accord et ça a avancé. Ça a permis, en tout cas, à l'ensemble du système hospitalier de ne pas être complètement saturé. Il faut dire que pendant cette période-là, l'ensemble des ressources a été mobilisé, pas seulement l'hôpital public, mais aussi là où il y a un tissu d'hospitalisation libérale, tous les hôpitaux privés, les cliniques, etc. Et ça a permis à l'ensemble du système de passer cette étape. Mais ça a aussi mis en avant un certain nombre de dysfonctionnements, c'est-à-dire que le dimensionnement on a vu progressivement s'installer une discussion sur est-ce qu'il faut redimensionner les services de réanimation, est-ce qu'il faut redimensionner les services d'urgence,
Et petit à petit, les choses se sont réorganisées de cette façon-là pendant cette période extrêmement aiguë du Covid, mais qui nous a, ébranlé de façon très importante l'organisation hospitalière telle qu'elle était, telle qu'elle fonctionnait jusqu'avant l'épidémie. Certains indicateurs qui ont été utilisés peut-être pour revaloriser les fonctions, mais ça ne correspond pas vraiment aux attentes des professionnels de santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, ça ne correspond pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indicateurs qui sont utilisés pour gérer un hôpital ne sont pas des indicateurs qui sont les principales préoccupations des agents de première ligne. Alors, évidemment, je ne parle pas de ce qui se passe pendant la crise du Covid. Dans la crise du Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a fait un peu marche arrière et on a utilisé les indicateurs utiles, c'est-à-dire ceux qui étaient portés par les agents de première ligne, les responsables des réanimations, les responsables des urgences. Mais en dehors de cet aspect lié à l'épidémie, les indicateurs restent des indicateurs plutôt orientés sur les aspects financiers, d'équilibre financier, plutôt que des indicateurs de qualité. Alors, il faut nuancer un petit peu ce propos parce que les indicateurs de qualité ont été introduits dans les indicateurs, dans les objectifs, mais c'est souvent dans une démarche un peu normative, c'est-à-dire que on va vous dire, quand on assiste à, par exemple, les visites de certification, on va vous expliquer ou vous dire, peut-être involontairement, mais ça lui donne quand même une dimension un peu normative. Peut-être que les soignants attendent une réflexion plus basée sur un management par la qualité, c'est-à-dire un management dont l'objectif est l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs qualité. Si on prend un exemple, le service, dans la pénibilité de l'exercice ou dans la lourdeur des malades, pourrait justifier qu'on dépasse ces ratios pour atteindre des objectifs de qualité. Alors, c'est ce qui s'est passé pendant la Covid. Pendant la Covid, les responsables des réanimations ont dit il nous faut plus de personnel et il n'y a pas eu de discussion sur les ratios et on a atteint des ratios plus élevés de personnel. La décision de mettre des indicateurs de qualité au devant du tableau plutôt que des indicateurs financiers, c'est une décision, c'est un acte politique. On décide de faire ça. Alors, on peut imaginer que la crainte de cette décision, elle est liée à l'emballement des choses et évidemment, tout le monde va dire, ben oui, on veut et tout faire avec une démarche qualité. Il y a probablement un chemin qui passe par une vraie réflexion comparable à celle qu'ont eu les infirmiers nord-américains qui ont créé les Magnet Hospitals. Les hôpitaux magnétiques sont des hôpitaux dont l'ensemble du management est pensé sur l'attractivité des personnels, avec l'idée que si on s'intéresse à ce que disent, qui seront plus contentes, à partir du moment où on jugule ainsi une partie de la difficulté qui est l'absentéisme, ça nous permet d'avoir une meilleure synergie entre les personnels hospitaliers expérimentés, la ressource de l'hôpital et l'organisation ou le management. N'oublions pas que la vraie richesse de l'hôpital, la vraie ressource de l'hôpital, ce n'est pas ces bâtiments, c'est essentiellement ces hospitaliers. Parce que les bâtiments, le matériel, etc., c'est l'outil. Mais la vraie richesse, c'est l'artisan, c'est ceux qui utilisent ça. Et ceux qui utilisent ça, c'est les hospitaliers. Et donc, pour que la synergie d'intérêt et d'action puisse se mettre en place, il faut que les objectifs soient partagés par les acteurs de première ligne et par ceux qui décident de les mettre en place. D'après vous, fidéliser les paramédicaux à l'hôpital est une mission accessible? Comment?
Oui, je pense que c'est accessible, mais il faut de la volonté et du courage. C'est-à-dire qu'il faut dépasser un certain nombre de clivages qui sont aujourd'hui soit des clivages de conviction, soit des clivages de corporation, pour arriver à mettre au devant du tableau. Tout le monde voit ce que c'est les gens qu'on applaudissait pendant la crise. Mais quand on dit infirmière, c'est un peu plus difficile de bien comprendre comment se construit la carrière d'une infirmière. On est dans une école d'infirmières. Ensuite, on va rejoindre un groupe, une équipe dont l'unité est probablement non pas le pôle, mais le service. Et au bout de quelques années, on a acquis un savoir-faire et on peut évoluer dans cette activité-là. Si cette évolution se fait uniquement comme une réanimation ou des urgences, au contraire, si on arrive à projeter des carrières et à faire une gestion prévisionnelle des carrières dès l'entrée à l'hôpital, peut-être que ça donne un peu plus de vision qui sont directement impliquées dans l'organisation des parcours complexes. Donc aujourd'hui, de dire avec force et avec conviction que venez vous engager dans le métier d'infirmière parce qu'on a besoin de vous, ce n'est pas suffisant pour susciter l'attractivité dans cette spécialité, puisque tous les retours qui viennent du terrain sont un exercice difficile et une reconnaissance faible. Donc, pour changer ce paradigme-là, il faut donner envie, et pour donner envie, il faut arriver à anticiper. L'organisation, un des sujets traités ou pas par le Ségur de la santé. J'ai l'impression qu'en discutant avec certains professionnels hospitaliers, qu'il y a une certaine déception, que beaucoup d'attentes n'ont pas forcément été valorisées, traitées, ou alors pas valorisées de la bonne façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment on peut y remédier? Alors, je ne sais pas trop comment on peut y remédier. Alors, je peux vous dire ce que j'en pense, c'est que le Ségur de la santé est parti, là encore, d'une bonne intention. Il y a une difficulté, il y a une plainte, un ressentiment global chez les soignants, et on dit on va mettre toutes les cartes sur la table et on va réfléchir ensemble et on va faire un Ségur de la santé par analogie au Grenelle qui s'était passé en 68. Oui, c'est une bonne idée, indiscutablement. Après, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste essentiellement une discussion, une revendication salariale. Beaucoup de gens ont quitté la table et on aboutit finalement à une revendication salariale qui est de quelques centaines d'euros. Alors c'est très bien parce qu'elle était absolument indispensable, mais on ne peut pas résumer l'ensemble des attentes et des besoins des acteurs de première ligne à une revendication salariale, quel que soit son montant. Aujourd'hui, les gens qui rencontrent des difficultés dans leur exercice et qui ont un exercice qu'ils considèrent comme non attractif au point de quitter les institutions hospitalières au bout de quelques années, ne le font pas uniquement à cause de problèmes d'argent et de salaire. Bien sûr, ça contribue. Mais si on ne s'intéresse pas aux organisations et à la façon dont sont considérés les soignants au lit du patient, ça va être très, très difficile de faire de ce Ségur de la santé un succès. Par contre, si on va au bout de la réflexion qu'il y avait dans le projet Ma Santé 2022 et que, effectivement, une très grande partie du financement est basée sur le management par la qualité, c'est-à-dire qu'on valorise les organisations vertueuses sur le plan de la qualité, peut-être qu'on réussira à refaire de ce travail-là un métier attractif. Je voudrais attirer votre attention sur le paradoxe qu'il peut y avoir entre le nombre de personnes, de jeunes personnes qui passent le bac et qui veulent rentrer dans la filière santé
et le nombre de personnes qui sont dans la filière santé et qui veulent sortir de la filière santé pour des questions on va dire, de vécu. Ils vivent un exercice, sinon maltraitant, en tout cas difficile. Et c'est ce qui ressort de toutes les enquêtes qui s'intéressent au personnel soignant, c'est que beaucoup de personnel soignant, alors bien sûr chez les infirmières, mais aussi chez les médecins et aussi dans d'autres métiers qui s'exercent à l'hôpital, veulent sortir de cette filière parce qu'ils considèrent qu'elle n'est plus en mesure de leur donner un bénéfice de l'activité par rapport au reste. Bien sûr, le salaire, mais aussi le temps passé, l'organisation, le stress, la reconnaissance et tous ces éléments-là qui pèsent et qui jouent dans cette balance-là. Et dans quelle mesure, là, de ce qu'on comprend, on est beaucoup dans le curatif et chaque réforme, chaque solution était plus en réponse à une crise, mais comment s'inscrire dans une démarche préventive, une démarche d'anticipation de l'organisation beaucoup plus sereine pour justement accompagner ces professionnels, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, pour réduire cette tension managériale? Alors, si j'avais la recette toute prête, je serais très heureux, mais je ne sais pas. Là encore, je ne peux vous donner que mon sentiment et mon avis. Je ne crois pas que l'on puisse, par des démarches d'opportunité, répondre à un problème qui est un problème systémique. C'est-à-dire, je ne suis pas le seul à le dire et ce n'est pas très original, mais il y a une quête de sens à retrouver dans cette filière et dans cette activité. Retrouver le sens de ce qu'on fait, ça passe peut-être par une refondation d'un certain nombre de principes globalement de la filière santé et non pas simplement de l'hôpital. C'est un peu ce qui a guidé la réflexion de tous ceux qui ont contribué au travail coordonné par Frédéric Bizard sur la refondation du système de santé. Mais c'est aussi une réflexion peut-être un peu plus philosophique sur qu'est-ce qui compte dans notre engagement et quels sont les éléments à forte valeur ajoutée sur lesquels on peut se reposer. Alors, pour être plus précis, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les informations sur lesquelles on va s'appuyer soient des informations validées, soit des informations à forte valeur ajoutée et ne soient plus des informations en 140 caractères émises sur Twitter ou en 280 caractères maintenant émises sur Twitter et qui finissent par faire l'opinion parce que quand il y a une société savante qui donne son avis sur la gestion de tel ou tel aspect de la crise et qui a, donc ça fait une information, et qui a 2500 ou 3000 Twitter ou manifestations de mécontentement, finalement, la partie importante de l'information est complètement noyée dans une partie qui n'est pas vraiment de l'information, mais qui est du ressenti. Donc peut-être que la façon qu'on a de parler de nous-mêmes et la façon qu'on a de communiquer contribue à donner une image un peu plus complète de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. C'est un peu ce qu'on avait voulu faire avec la marque Ma Santé 2020. La façon qu'on a de parler de nous-mêmes modifie l'image perçue par les autres. Et aujourd'hui, si vous prenez, si vous allez sur Google et que vous regardez la façon dont est perçue l'organisation de la santé en France, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de données sur le mécontentement des ressources de santé que sur la qualité de l'organisation de notre système de soins ou plutôt que la qualité de l'organisation de notre système de soins, la qualité de la prise en charge des patients. Par contre, si vous discutez de façon informelle avec vos amis, il est très probable qu'ils vont vous dire que
bien, s'ils sont accueillis, s'ils vivent ou s'ils sont en vacances ailleurs qu'en France, s'il leur arrive quelque chose de sérieux sur le plan de la santé, ils voudront rentrer en France pour que la prise en charge soit la plus coordonnée possible. Il y a donc une très forte valeur dans le savoir-faire des soignants qui aujourd'hui est complètement caché par les manifestations de souffrance au travail et de mécontentement, pour ne pas parler de maltraitance. Merci beaucoup, professeur. Nous avons l'intervention de Samira Bourava qui vous dit « Merci de cette intervention. Quels seraient, selon vous, les indicateurs qualité ?» Vous parlez beaucoup de qualité, vous êtes attaché au management par la qualité et non de la qualité. Et donc, quels seraient ces indicateurs qualité mesurables à mettre en place assez rapidement? Alors, il y a énormément d'indicateurs qualité. Aujourd'hui, dans toutes les disciplines et dans tous les domaines, on a le choix des indicateurs qualité. Évidemment, on ne peut pas tous les utiliser et ça ne peut pas être que des indicateurs qualité normatifs. C'est-à-dire, si je fais ça, c'est bien, et si je ne fais pas ça, c'est pas bien. Probablement qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qualité qui doivent être des indicateurs mobiles, c'est-à-dire est-ce que faire comme ça, c'est mieux? Le plus important de mon point de vue est que ces indicateurs qualité, ils puissent être alimentés aussi par des données un peu volatiles, qui sont des données de difficulté de l'exercice. Par exemple, des données qui vont estimer la pénibilité du travail. Je vais vous prendre un exemple très simple. Un service qui accueille des personnes âgées devra probablement avoir plus de personnel pour les aider à se lever et pour les aider à faire les transferts, qui sont des personnels qui vont permettre de limiter, par exemple, les accidents lorsque ces personnes vont se lever toutes seules. Ces accidents vont avoir un risque de santé, d'effets indésirables liés aux soins. Donc, ça veut dire qu'un indicateur qualité, c'est le nombre de personnel qui sera dans cette unité où on accueille des personnes âgées. On peut faire la même chose pour la prévention des infections nosocomiales. On peut faire la même chose pour la prévention des erreurs médicamenteuses. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont contribuer à réduire le sentiment de difficulté de l'exercice des professionnels. Indiscutablement, ça va contribuer à la qualité des services de soins. Tout à fait. Alors, j'ai une remarque, un témoignage de Madame Hélène Vigneault. Les professionnels, donc santé, administrative et technique, veulent participer réellement à l'organisation de l'activité hospitalière et de l'activité sanitaire en général. Donc, écoute sincère des uns et des autres, de leurs problèmes, de leurs propositions d'action et d'une amélioration continue en partant du terrain. Donc, elle vous rejoint parfaitement et elle est entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je compléterai peut-être avec une question. Qu'en est-il de l'accompagnement de ces professionnels? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on parle de gestion de carrière? Est-ce qu'on parle de ressources humaines? Est-ce qu'on parle d'une vraie prévision et d'une vraie personnalisation des parcours? Alors, je ne sais pas si on en parle. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce serait bien qu'on en parle. Parce qu'il y a probablement des hôpitaux et des structures dans lesquelles on en parle et dans lesquelles ce sont des éléments importants qui contribuent à la décision, mais il y en a aussi d'autres dans lesquelles ça vient après. C'est-à-dire qu'on va avoir un service qui va vouloir dire que nous, on a besoin de plus de personnel pour ça ou pour atteindre cet objectif qualité. Et on va lui répondre, non, vous n'avez pas atteint les objectifs qualité, donc vous ne pouvez pas avoir accès à l'enveloppe qualité. Donc,
Vous savez, quels que soient les indicateurs, toutes les démarches d'incitation, elles ne peuvent se faire que selon deux schémas. Soit on attend que les gens soient vertueux et on les récompense de leur vertu, soit on utilise ce qui servirait à la récompense pour leur permettre d'être vertueux. En d'autres termes, c'est donner un poisson ou apprendre à pêcher. Moi, je suis plus enthousiaste à l'idée d'apprendre aux gens à pêcher et à mobiliser les volumes financiers dédiés à la qualité pour permettre aux équipes d'atteindre la qualité plutôt que de les récompenser lorsqu'ils ont atteint la qualité. Exactement. Et puis la qualité avec des indicateurs choisis en impliquant les professionnels de santé. Et ça rejoint la question que nous pose Lydivine Vaillant, que nous avons eu le plaisir d'accueillir il y a quelques mois. Et à qui j'ouvrirai le micro, Lydivine. Bonsoir. Je voulais, oui, juste revenir sur cette notion de concertation, sur le choix des indicateurs. Et ma question, c'est de savoir dans quelle mesure ces indicateurs sont choisis, co-construits avec les acteurs de terrain pour justement qu'ils soient portés aussi par eux et qu'ils soient motivés à les suivre et surtout qu'ils comprennent, enfin voilà, à partir du moment où on a participé à une décision, déjà on est plus enclin à la suivre et à l'assumer, à la porter. Et voilà, donc j'aime beaucoup votre approche du management par la qualité des soins, parce que c'est vraiment le nœud du sujet. Et voilà, j'aimerais vous entendre sur cette question de la concertation pour le choix des indicateurs. Et voilà. Oui, vous avez raison, hein, il faut choisir les indicateurs avec les acteurs de terrain. Globalement, les indicateurs de qualité sont choisis avec les acteurs de terrain, c'est-à-dire c'est le reflet de des acteurs de terrain et du travail avec les acteurs de terrain. Mais évidemment, ces indicateurs n'ont de sens que si il n'y a pas de hiérarchie dans les indicateurs. C'est-à-dire si on dit vous devez, si on dit à un directeur d'hôpital, en tout premier, vous devez être à l'équilibre. Et puis en deuxième, il faut quand même vous inquiéter de la qualité. Et puis après, on va dire, bon, quel est l'avis des indicateurs de terrain. C'est très difficile pour le manager. Il faut que le manager, le top management des systèmes hospitaliers soit convaincu que c'est le management par la qualité qui doit guider tout le reste. Donc, ce n'est pas différent à l'hôpital de ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises ou d'organisations. C'est la motivation, la vocation qui va amener les décideurs à prendre des arbitrages. Si la motivation principale n'est pas la qualité, il est probable que, même s'ils ont été réfléchis avec les acteurs de terrain, un certain nombre de ces indicateurs n'arriveront pas jusqu'à l'étape de l'arbitrage. Et donc, aujourd'hui, il faut être, si on est très attentif, il y a quelques hôpitaux qui ont, en France, qui ont choisi de faire un management par la qualité. Le plus connu d'entre eux étant l'hôpital de Valenciennes, qui a aujourd'hui 5 ou 6 années de management par la qualité et dans une démarche assez proche de la démarche Magnette, qui a des résultats absolument incroyables. Alors pour les personnels non médicaux, mais aussi pour les médecins. C'est un hôpital dans lequel un certain nombre de spécialistes qui fuient les hôpitaux dans d'autres structures restent et se sont parfaitement bien organisés et ont une activité tout à fait visible par tout le monde. Donc, je ne pense pas que ça soit inatteignable, mais ça dépend de la volonté. Il faut avoir la volonté et ensuite il faut avoir le courage d'affronter un certain nombre de faits établis qui font l'objet soit de corporatisme, soit d'habitudes locales. On dit on a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça. Et vous savez, à l'hôpital, il y a deux mots qui font toujours mauvaise impression quand on les entend.
il y a c'est compliqué. Alors, quand on vous demandez quelque chose et qu'on vous répond c'est compliqué, bah, c'est probablement que ça ne va pas se faire parce que c'est compliqué et que la structure rend la réponse à la question que vous posez comme compliquée. Et puis, il y a un autre mot qui nous fait toujours un peu peur, c'est quand on vous entend, on vous dit oui, c'est vrai, ce que vous dites, on va en faire une priorité. Alors, quand on vous dit on va en faire une priorité, c'est probablement que ça va être très, très long. Parce que ça veut dire qu'on ne voit pas comment on pourrait répondre à cette question sans être obligé de se justifier vis-à-vis d'un certain nombre d'autres décisions qui ont été prises avant. Et donc, quand les hospitaliers aujourd'hui entendent soit que c'est compliqué, soit que c'est une priorité, ça veut dire qu'ils doivent prendre leur mal en patience. Et quand on doit prendre son mal en patience dans une structure hospitalière, ça fait le lit du désenchantement. Et c'est ce désenchantement qui fait que beaucoup de professionnels, que ce soit du personnel non médical, mais aussi du personnel médical et aussi du personnel administratif, parce que il ne faut pas croire que le personnel administratif, les directeurs, les cadres et tous ces gens-là ne vivent pas la même chose que les soignants. Simplement, ils ont une difficulté supplémentaire, c'est que comme ils n'ont pas leur activité médicale ou soignante, ils ont peut-être un élément de moins susceptible de leur donner de la satisfaction dans leur exercice. Et justement, vous parliez de l'hôpital de Valenciennes, qui est un exemple de l'excellent équilibre entre médecins et directeurs, ce qui permet de rebondir sur une question. L'organisation hospitalière face à la crise est-elle une affaire de médecins? Je crois que l'organisation, c'est d'abord une affaire de bon sens et des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, ce n'est pas d'abord une affaire de médecin ou d'abord une affaire de directeur, c'est le vecteur, l'organisation, c'est l'outil. Et j'aime bien dire que l'outil ne fait pas l'artisan. Ce n'est pas l'outil qui va décider de l'efficacité des mesures mises en place, mais c'est plutôt la façon dont on va l'utiliser. Et donc, c'est l'artisan qui est derrière l'outil qui est important. Si l'artisan de l'organisation est un médecin qui est pertinent dans sa démarche managériale, ce sera bien. Et si c'est un médecin qui n'est pas très pertinent ou qui a une vision un peu autoritaire ou autocratique des choses, ce sera pire. Et c'est la même chose pour les directeurs, c'est la même chose pour les cadres. Probablement qu'il faut s'enrichir de la culture professionnelle de chacune des corporations. Et il est probable, ou en tout cas c'est ma conviction, que c'est des binômes qu'il faut à la tête de ces organisations. Probablement des binômes ou des trinômes avec des médecins et des soignants. Et il faut qu'il y ait des directeurs parce qu'il y a un certain nombre d'aspects qui ne font pas partie de notre cœur de métier et pour lesquels on doit s'appuyer sur des collaborateurs compétents. C'est donc une autre façon de dire que plutôt que le type de manager qu'il faut pour l'hôpital, c'est médecin ou directeur ou cadre, c'est plutôt la compétence qu'il faut chercher. Une compétence qui est basée sur l'altruisme, qui est basée sur la vocation, c'est-à-dire soigner, qui est basée sur l'engagement. C'est toutes ces qualités, c'est toutes ces valeurs qui se sont exprimées pendant la crise et qui ont montré que, peu importe que ce soit des médecins ou des directeurs qui décident, à partir du moment où on le fait avec en tête la vocation ou un engagement très précis, ça aboutit quand même à quelque chose de mieux que si on travaille en silo, sans se parler et avec des aspects un peu théoriques de l'activité, tels qu'ils ont pu quelquefois être guider la décision administrative ou politique. Oui, et c'est une relation certes basée sur la confiance mutuelle, sur le respect et la bienveillance. Je pense que c'est indispensable. Comme vous le disiez si bien, les métiers sont extrêmement différents, mais à la fois complémentaires. Ça me conduit à une question qui nous interroge par rapport à la gestion des urgences et des priorités. Comment concilier la prise en charge programmée et situation de crise? Nous avons vu beaucoup d'annulations, beaucoup de
déprogrammation ou reprogrammation de certaines interventions chirurgicales, à tort ou à raison. Comment peut-on concilier les deux? Là encore, je peux vous donner que mon avis, mais je ne crois pas qu'on puisse concilier les deux si on est toujours dans une démarche de réaction. Par définition, la crise, elle n'est pas prévue. Et donc, soit on a anticipé des outils qui nous permettent de répondre à une situation de crise, et il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait. Et donc, anticiper, ça veut dire y réfléchir avant que la crise soit là. Soit on n'a pas anticipé. Alors, nous, on est quand même, on est bon dans la réaction, il faut dire ce qui est. On est moins pertinent dans l'anticipation. Souvent parce que l'anticipation est perçue comme une démarche un peu alarmiste ou de Cassandre. C'est-à-dire quand on était dans la première vague, ceux qui osaient dire qu'il allait peut-être y avoir une deuxième vague étaient perçus comme des oiseaux de mauvais augure. Mais peut-être qu'on aurait dû, pendant cette période-là, anticiper la deuxième vague, et aujourd'hui, on devrait anticiper une troisième vague ou une quatrième vague. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on fait. En tout cas, même si on essaye, on a un peu du mal à le faire. Pourquoi on est obligé de déprogrammer les activités programmées? Parce que le risque, c'est le dépassement des structures d'accueil. Et le dépassement des structures d'accueil, elles portent un risque organisationnel, bien sûr, pour les personnels qui y sont, mais elles portent un risque philosophique. Qui va-t-on soigner si on doit choisir? Et aujourd'hui, évidemment, personne ne veut s'aventurer dans cette discussion. Et on a pu assister à des échanges extrêmement structurés et constructifs sur le fait que beaucoup de nos réactions ont été dimensionnées comme si la santé était une valeur. Mais dans nos vies quotidiennes, la santé n'est pas une valeur. La santé est un bien. La santé est un bien dont on doit jouir, et ce n'est pas une valeur au même titre que l'honnêteté ou le courage. Donc, à partir du moment où le référentiel est perturbé par la crise, on n'est plus en mesure d'anticiper suffisamment, et on doit donc poser un certain nombre de prérequis avant de pouvoir anticiper dans les domaines comme celui de la filière santé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais ce n'est pas la dernière. Et donc, on aurait intérêt à structurer notre communication, pas uniquement dans la filière santé, mais aussi des entreprises, politiques, etc., pour se donner les moyens et la connaissance de pouvoir, au cours d'une prochaine crise, si elle est basée sur un phénomène de santé, anticiper un certain nombre de nos réactions. Alors, il y a des pays qui l'ont fait mieux que nous, comme l'Allemagne ou la Corée, et on est bien forcé de regarder que si tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu, on a l'impression que l'épidémie a eu un poids différent sur leur société. Merci beaucoup, professeur. Nous avons légèrement dépassé le temps imparti, mais c'est un sujet extrêmement passionnant. Et c'est vrai que ce qu'on peut retenir, c'est l'importance d'anticiper. Peut-être dès maintenant, c'est une invitation à la réflexion. Et c'est ce qu'a déjà fait notre cher professeur Frédéric Bizard à travers le collectif Institut Santé, auquel je suis ravie de participer. Ça pousse à la réflexion et nous sommes tous acteurs de ce changement. Et il y a un point qui est extrêmement important, c'est la santé. Vous avez rappelé que la santé était un bien et pas une valeur. Et la santé des professionnels de santé est encore plus en danger peut-être en ce moment. Et c'est très important de la préserver aussi bien leur santé mentale que physique. Un mot de conclusion. J'ai beaucoup parlé déjà, donc j'ai peur de ne pas trouver une conclusion très intelligente, mais j'essaye quand même pour vous dire que la vraie ressource des hôpitaux et du système hospitalier, c'est les personnels. C'est la vraie richesse, et on a
en France un tissu hospitalier au sens large, c'est-à-dire un tissu de professionnels de santé dans les hôpitaux publics, mais aussi dans les cliniques privées, dans les cliniques mutualistes, de tous les praticiens qui exercent dans leur cabinet, qui nous permet d'avoir une réponse le plus souvent très adaptée aux questions qui se posent à une société comme la nôtre. Nous avons été mis en difficulté, une difficulté collective qui va bien au-delà du système de santé par une crise récente. Et on doit se poser des questions, à mon avis, tous ensemble, pour essayer d'y répondre. Et puisque vous me demandez de conclure là-dessus, je pense qu'on ne pourra pas y répondre de façon pertinente si on fait l'impasse sur les difficultés organisationnelles et si on fait l'impasse sur une vraie refondation de notre système basée sur la qualité, non pas par du management de la qualité, mais plutôt par un management par la qualité. Ça ne pourra pas se faire sans courage et ça ne pourra pas se faire sans renoncer à un certain nombre de points, et au premier rang desquels le ressentiment et la méfiance qu'on peut ressentir face à toutes ces agressions. Quand la peur dicte les conduites, le plus souvent, on s'isole. Donc, l'étape d'après, c'est la colère. Moi, je préférerais qu'on passe encore à l'étape d'après, qui est l'espoir. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion pleine d'espoir, extrêmement positive, il en faut, de l'espoir, du courage, pour être toujours moteur et acteur de la transformation de notre système de santé. Encore un grand merci, professeur, de votre disponibilité, d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Merci à tous les participants d'avoir pu suivre malgré les différents bugs de connexion. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous souhaite une très très bonne soirée. Portez-vous bien et retrouvez nos replays sur la chaîne YouTube Manager Santé. Au revoir. À bientôt. Au revoir.